Ma question, j'ai deux petites questions. La première m'adresse à Guigui. J'ai toujours un peu de difficultés concernant les lois supérieures et les lois inférieures. Je voudrais un peu beaucoup d'exercices. Bon, pas vraiment une sorte de synthèse pour que ça reste un peu gravé dans nos têtes, les têtes de chacun. Et je crois ma deuxième question, je crois qu'elle va s'adresser à... Je crois entre papilles, mais c'est concernant la constitution de la conférence. Je ne sais pas si vous trouvez qu'on peut l'utiliser comme appui pour continuer, peut-être voir si on peut l'améliorer, ou vous pensez qu'on peut vraiment changer? Parce que je crois que c'était en 1990, nous sommes en 2026, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors je ne sais pas si cette constitution, elle sera adaptée à la situation actuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce sont les deux questions. Le suivant. Je suis un peu... Je voudrais, comme l'ancien papier a dit, qu'on puisse rentrer encore un peu sur terre ici. Notre constitution ou nos lois, qu'est-ce que ça dit? Puisque je vois, on dirait que les réfugiés ou les déplacés du Kivu, il y a une organisation qui a été créée pour penser à eux. Alors, le nombre des Congolais ici en Afrique du Sud qui sont pas en règle ou qui sont, comment dirais-je, des réfugiés ici en Afrique du Sud. Qu'est-ce que nos lois disent pour eux? Qu'est-ce qu'on planifie pour toutes ces personnes qui sont soit qui n'ont pas de documents ou bien qui sont des réfugiés? Si on devait proposer quelque chose au pays, qu'est-ce qu'on proposerait pour ces gens-là? Parce que tu ne peux même pas aller à l'ambassade pour ça, vu que tu n'es pas congolais pratiquement. Si on devait réfléchir, quelle serait la solution pour tous nos amis qui ne sont pas documentés ou tous ceux-là qui sont réfugiés ou asylum seekers? On connaît nos réalités. Qu'est-ce qu'on proposerait si la loi nous permettait? Merci. Merci beaucoup, merci. Dernière question. Dernier intervenant pour la question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, je m'appelle Tonto Chovo. Ok. Ma question sera celle-ci. Je veux qu'il y ait la différence entre changement et modification constitutionnelle. Selon ce que j'ai fait comme introspection, j'ai essayé de parcourir beaucoup d'histoires. Je crois bien qu'ici, il n'y a jamais de changement constitutionnel. Parce que, selon le sous-bassement scientifique, on parle de changement quand on éradique le tout, sauf rien. C'est-à-dire, la constitution qui nous a mis le moment où nous sommes, on balaye le tout. Vous comprenez? Là, on change. Au moment où la constitution qui suivra aura de mêmes articles qui se retrouvent aujourd'hui, nous sommes dans la prochaine constitution, on parlait de modification. On peut quand même parler de changement de la République. Et non constitutionnel, ça ne s'est jamais passé ici-bas. Et c'est un peu de parcours de l'histoire mondiale. Merci pour la question. Mais maintenant, pour aborder cette question, je voulais rentrer ici pour éclaircir, te répondre clairement. Le problème que nous avons du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques, dans d'autres États, États-Unis, France et les pays développés, même du point de vue constitutionnel, les lois constitutionnelles sont supérieures aux lois conventionnelles. Même au Zaïre de Mobutu, les lois constitutionnelles étaient supérieures aux lois conventionnelles, le bloc de conventionnalité. Quand on parle des lois conventionnelles, ce sont des traités internationaux ou les accords internationaux. Par exemple, la SADC, l'Union africaine, même l'ONU. Mais maintenant, le problème que nous avons ici, le classement que j'ai donné ici, c'est un classement qui est scientifique et qui est clair, qui se pratique dans des pays où il y a le système démocratique ou le système juridique qui se conforme à un système d'un état de droit.
Mais maintenant, chez nous, si tu lis notre constitution, si tu fais les recherches, si tu lis les livres des professeurs Joule, vous allez remarquer que quand il a parlé de notre constitution a un problème. Même les lois de notre pays ont un problème, qui ne respectent pas les normes du droit international. Ici, dans notre constitution, ou bien dans notre droit constitutionnel congolais, les conventions, donc le port de conventionnalité, les conventions internationales, les lois conventionnelles internationales sont supérieures aux lois constitutionnelles. Ok, c'est pratiquement anormal par rapport au droit. C'est là où, au Congo, chez nous, les traités internationaux, par exemple l'EAC, ça posait problème avec Tshisekedi récemment, avant que les gens de l'EAC partent. Parce que les traités internationaux sont au-dessus de nos lois constitutionnelles. Mais en France, si tu regardes le droit français, tu verras que les lois constitutionnelles sont supérieures ou sont au-dessus des lois conventionnelles. Tu ne peux pas élaborer des lois conventionnelles ou des lois légales, de légalité ou de légales ou des lois réglementaires sans se conformer à la Constitution. Donc tout, ça descend de la Constitution. La Constitution, on appelle ça la loi mère, la loi suprême de l'État, la loi fondamentale. Jean-Jacques Rousseau parlait d'un contrat social. Il a appelé ça contrat social. John Locke, dans son livre sur le droit, il a appelé ça Léviathan. Ce sont les premières notions en droit constitutionnel, la première année en droit. Mais maintenant, ici, c'est là où moi j'ai parlé. J'ai parlé de cette hiérarchie pour montrer aux gens que la révision constitutionnelle est primordiale, le changement de la Constitution est primordial, mais maintenant, dans le contexte actuel de notre pays, notre Constitution n'émane pas des gens qui ont la légitimité comme Papa Papi Pagna avant a dit. Mais maintenant, comme ça n'émane pas du peuple, parce que les gens qui ont fait ça n'ont pas été reconnus par le peuple. Ce n'est pas le peuple qui les a envoyés, ce sont leurs groupes ou plateformes qui les ont envoyés comme on les appelle, les belligérants. Donc, notre Constitution doit être changée. Parce que déjà, les constitutionnalistes qui ont rédigé sur les droits congolais ont renversé la donne par rapport à ce qui est dans notre Constitution. Les lois conventionnelles sont supérieures aux lois constitutionnelles. C'est ce qui fait que, même dans la façon du président de la République de fonctionner du point de vue diplomatique, il a des difficultés parce que ces lois ici dominent les lois supérieures. Vous voyez là où on a des petits problèmes. Oui. Parce que quand on fait la Constitution, tu vas voir par exemple l'article 10, on parle de la nationalité. C'est seulement un article, mais quand tu ouvres le code de la famille, c'est détaillé. Donc, ça là, ça donne déjà l'idée des lois qui seront, des traités qu'on doit signer, des lois de légalité, on appelle normalement, des lois d'époque de légalité, on appelle les lois ordinaires. Les lois ordinaires, j'ai parlé des différents codes que nous utilisons. Ici, en bas, vous voyez, il y en a ici. Il y a les règlements autonomes, les règlements appliqués, tout ça, et les arrêtés en bas. Donc, si on ne comprend pas ça, le peuple n'aura même pas les moyens de faire pression aux dirigeants pour qu'il y ait le changement de la Constitution. C'est ce qui, si vous comprenez ça, c'est ce qui va pousser les gens à faire pression pour qu'il y ait le changement de la Constitution. Donc, je voulais commencer par la question de mon frère là-bas. Théoriquement, il n'y a jamais un total changement d'une constitution. Parce que dans la constitution actuelle, il y a les choses qui viennent de la constitution passée. Je prends l'article 5 qui dit le pouvoir émane du peuple. Si vous allez dans la constitution de Louabourg, c'est l'article 3, le pouvoir émane du peuple. Ils n'ont pas inventé. Ça vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, dans la Constitution, il y a tous les articles qui parlent du droit de l'homme. La vie est sacrée. Même si nous allons à une deuxième Constitution, la vie sera toujours sacrée. Justement. La liberté d'expression, c'est la même chose. Nous allons prendre ce qui est bon dans cette Constitution, aller avec ça dans la Constitution prochaine. Mais ma question est, quand est-ce que... Parce que quand on dit
On est parti par exemple de la loi fondamentale, c'est la première république. Quand est-ce qu'on est arrivé à la deuxième république? C'est après le coup d'État de Mobutu, il nous a introduit sa constitution, c'est la deuxième république. Quand est-ce qu'on est entré dans la troisième république? C'est quand, après l'entrée de AFDR, Laurent Désiré Kabila a aboli tout, il a fait un décret, c'est là que nous sommes entrés dans la troisième république. Nous y sommes jusqu'à maintenant. Nous devons toucher au régime. Vous pouvez Google, professeur Mbata, il explique, il dit mon cours de deuxième graduat de mes étudiants. Quand est-ce que nous parlons de changement de république? C'est là que nous parlons de changement de la Constitution. Malgré que les autres articles viennent de la Constitution passée, c'est comme j'ai dit, il y a des articles dont nous avons des problèmes. Ceux-là doivent être complètement changés et nous devons changer le régime. En changeant le régime, nous revenons à zéro. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'aimerais prendre l'application de Caillou en ce qui concerne les réfugiés. La première chose, il faut savoir quand quelqu'un est réfugié, il est géré par le statut de réfugié. Il n'est plus congolais. Mais vous pouvez refuser que je ne veux plus être réfugié, je resign, je vais rentrer chez moi. C'est ce qu'on appelle le retour volontaire. Quelqu'un qui a été réfugié, lorsque la situation change dans son pays, il ne veut plus vivre dans le pays d'origine, dans le pays où il est réfugié. Il peut rentrer volontairement chez lui dans son pays, où il doit retrouver sa nationalité. Il ne l'avait pas perdu, parce qu'il avait fui à cause de la guerre. C'est comme ça. Il y a une discussion entre les juristes, même nous qui avons pris une deuxième nationalité. Parce que dans l'ancienne constitution, on dit, la constitution de Belge, il disait que quand tu es du Congo belge, même si tu vas à l'étranger, le moment que tu rentres, tu te mets sur le sol congolais, tu reprends ta nationalité congolaise, tu es sujet des lois congolaises. J'ai écouté un constitutionnaliste qui dit on doit revenir à cette disposition-là pour permettre aux gens de la diaspora qui reviennent ici, même si il y a le problème avec l'article que la nationalité congolaise est exclusive. Il y a peut-être une mauvaise interprétation parce que ça vient de la constitution de Luabourg où on dit que la nationalité congolaise est unique. Mais pourquoi on avait dit que la nationalité congolaise était unique? Après l'indépendance, avec tous les troubles qu'il y a eu, il y avait les gens de la Bako qui parlaient le Né-Congo, il y a les Katangais, tout ça. Alors quand on dit elle est unique, c'est dire, tu ne peux pas dire je suis Congolais Katangais, ou je suis Congolais Né-Congo ou Kivusien. C'est là qu'on disait que la nationalité congolaise est unique. C'est cette disposition-là qu'on a pris qui est venue. La nationalité congolaise est exclusive, mais actuellement elle est interprétée d'une autre façon. Il y a ceux qui estiment qu'on doit toucher à cet article-là pour permettre à la diaspora de revenir, parce que les pays ont aussi besoin d'utiliser la communauté de la diaspora qui peut venir pour aider à relever le pays, pour que l'on puisse changer. Quelqu'un qui est congolais, qui peut le prouver. Mais quand il revient, mais je suis sud-africain, dès que je suis au Congo, je reprends ma nationalité. Nous sommes en train d'aller là-bas, parce que vous savez qu'avant, quand on allait au Congo, si vous dépassez le nombre de jours de visa, vous avez des problèmes à l'aéroport. Mais depuis, le président, on a pris la décision. Vous pouvez rester même 6 mois avec votre... Quand vous voulez rentrer, il n'y a personne qui vous demande à l'aéroport de problème. Non, mais vous avez dépassé les 1 mois. Vous pouvez rentrer, bien sûr, en rentrant, en revenant, vous devez payer les visas. Mais si vous êtes Congolais, malgré que vous avez la nationalité sud-africaine, vous pouvez rester le temps que vous voulez, vous pouvez rentrer ici sans problème. La constitution de proposer à la conférence nationale. Oui. Bon, parce qu'ici on parle de changement ou de révision. Bon, pourquoi est-ce que moi je m'accrochais au terme contexte et je n'ai pas voulu entrer dans les mérites techniques et de certains aspects dans la Constitution? C'est parce que quand on parle de la loi générale, common law,
on peut voir un peu les normes dans lesquelles on peut avoir un accord normal qui est acceptable. Et la loi commune, c'est une loi commune, c'est-à-dire tous les États, toutes les nations, c'est comme ça que le concept de loi ont évolué. Donc il y a des normes qui sont un peu universelles, qui sont dans la loi commune. Alors, il y a ce qui est acceptable et qui n'est pas acceptable. Alors, dans le cas du Congo, pourquoi j'ai insisté sur la conférence nationale? C'est parce que là, il y a eu des assises, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Parce que sur le plan des lois, il y a aussi la comparaison. Donc, il y a des normes comparatives. Vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ils ont eu deux ans avec CODESA. Il y a eu un accord qui finalement a été adopté. Il y a des discussions qui sont faites de manière ouverte, sans force extérieure. Vous voyez? Mais dans le cas du Congo, si nous prenons juste le concept de contrat, quand vous avez quelqu'un qui vient avec un fusil, qui vous force à écrire et à signer, vous voyez? Dans le concept général de contrat, mais c'est en bas du reste. Ça veut dire que vous faites ça sous la pression extérieure, par la force extérieure. C'est pourquoi je ne cessais de dire, et quand on utilise le mot belligérant, ça vient compléter ça. Dans la conception ou l'entendement d'un accord, les lois générales ou lois communes, bon, ça peut se comprendre dans ce contexte. C'est-à-dire, c'est une histoire où on a été comment je peux dire, désorienté dans un processus qui était déjà en cours au pays, et d'autres forces extérieures sont venues par les armes nous imposer un ordre politique qui nous amène à une autre constitution. De ce fait, on peut appeler ça plus tard constitution de belligérants, mais le fait est que c'est un processus de forces extérieures qui sont venues par les armes nous imposer leur volonté. Donc, il n'y a pas eu un consentement libre des Congolais. Donc, sur le plan de la loi générale, loi commune, c'est déjà un défaut. Maintenant, ce qu'il y a chez nous au pays, c'est que nous devons être assez suffisamment intransigeants, forts, pour défendre notre position. Mais c'est ce qu'on n'a pas eu la chance de faire, parce qu'il y a des trahisons. Vous voyez des groupes qui se séparent, qui soutiennent pratiquement l'ordre tel qu'il est venu de l'extérieur. Comme nous avons le cas ici avec l'Église catholique, et nous avons lors de la conférence sur le cas AFDL, entre Tambomamba qui fait des déclarations en disant que bon, écoutez, nous devons traiter le problème des Banyamulenge. Évidemment, on avait parlé des Rwandais à la conférence nationale. Vous voyez qu'une tribu singulière vient avec un appui extérieur. Bon, en ce qui concerne l'aspect subordonné et donc loi supérieure et inférieure. Bon, ici en Afrique du Sud, on parle de subordonné parce qu'il y a la loi suprême, ce qui est la Constitution, et tout ce qui est subordonné, c'est-à-dire qui est soumis à la loi suprême. Donc, ils ne peuvent pas agir en dehors de cette loi, parce que si elles agissent en dehors de cette loi, elles deviennent inconstitutionnelles. Merci. Non constitutionnelles. Merci. Alors, en tout cas, merci à Bordeaux. Quand vous êtes citoyen dans un État et que vous quittez votre pays, vous allez en exil pour demander refuge. Le pays qui vous reçoit comme réfugié vous protège par rapport aux normes, d'abord, des lois qu'ils ont signées de la Convention internationale sur les réfugiés, et puis vous restez le citoyen d'origine de votre pays. Jusque-là, vous bénéficiez, ces pays-là qui vous ont reçu, vous protègent selon certaines normes sur les choses des réfugiés. C'est pour ça que quand on est ici, on peut nous laisser, tu peux avoir le statut de réfugié. Tu as l'ID des réfugiés, tu as le passeport des réfugiés, tu peux voyager partout dans le monde, mais tu ne peux pas entrer au Congo. Si l'Afrique du Sud apprend que tu entres au Congo, tu auras des problèmes en Afrique du Sud quand tu vas venir. Parce que l'Afrique du Sud te reconnaît comme un exilé, quelqu'un qui est victime peut-être politiquement,
socialement, moralement, qui a fui son pays, qui a été oppressé, qui a fui son pays. Donc cela veut dire qu'il n'a pas le droit d'aller dans son pays jusqu'à ce qu'il va renoncer à ses statuts de réfugié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Mais cette question est très importante. Beaucoup de nos frères ont la confusion. Ici en Afrique, je ne sais pas ailleurs, mais en Afrique du Sud, même au niveau de l'ambassade, un réfugié n'a pas le droit d'aller dans son ambassade. Oui. C'est comme ça. Vous êtes réfugié, congolais, statut de réfugié, vous n'avez pas le droit d'aller à notre ambassade de la RDC. Parce que vous avez fui. Ça, c'est votre pays, évidemment. L'ambassade, ce territoire représente la RDC. Donc, quand vous allez là-bas, donc vous rentrez dans la RDC. Pourtant, vous avez fui RDC. Donc, quand nous y allons, je crois que c'est parce que nous sommes frères. Ceux qui travaillent là-bas sont nos frères et ils nous acceptent comme réfugiés. Aller là-bas comme réfugiés et être reçus. Donc, c'est comme ça. Donc, un commentaire. Okay. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Nash Vicky. Je remercie d'abord l'organisation. C'est quand même quelque chose à encourager, de penser quand même à des réflexions aussi en ce sens. C'est une très bonne initiative, je le salue. Je m'en vais directement, ça ne sera pas des questions, mais en fait, juste ajouter certaines choses. Ok, vous avez... Combien de minutes je peux vous donner? Je serai bref. Ok, ça va. Soyez bref. Ouais. Lorsqu'on parle de la suprématie de traités internationaux sur nos lois, c'est une question technique, mais procédurale. En fait, c'est tout simplement lié à la procédure. On ne veut pas tout simplement que les traités puissent connaître des procédures administratives ou des procédures parlementaires et consorts. Donc, on donne juste des raccourcis à ces procès et à ces traités. C'est ce qui fait que c'est là où on dit la suprématie des traités internationaux sur nos lois. Mais cela n'a rien à voir avec une suprématie dans sa substance. Okay. Donc c'est juste une suprématie formelle, liée à la procédure, tout simplement. Une autre chose, là, c'est lorsque Papi Mpagné est en train de parler de la légitimité. En fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir lorsque un putschiste prend le pouvoir. Lorsqu'un putschiste prend le pouvoir, en même temps, il se constitue comme étant un pouvoir constituant ordinaire. Il ne plus encore, il ne se remet pas dans la peau de pouvoir constituant dérivé. Là, c'est déjà la force, c'est la prédominance qui s'impose. Et là, il impose les décrets, il impose plutôt ce qu'on appelle la loi cadre, pouvant régir le régime, pouvant régir son pouvoir par rapport plutôt à une certaine séparation des choses. Et un cadre pouvant le protéger en même temps l'exercice de son pouvoir. Mais j'aimerais qu'on touche à un point très important, parce qu'on parle de la Constitution. Lorsqu'on parle de la Constitution, il faudra d'abord que les gens aient une idée exacte de ce qu'on entend par la Constitution, avant même d'aller en profondeur. C'est quoi exactement ce qu'on appelle la Constitution? La Constitution, c'est tout simplement un projet. Je voulais dire amen, sorry. La Constitution, c'est un projet. La Constitution, ce sont des règles fixant l'établissement du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la transmission du pouvoir. C'est tout simplement ça. Et si, lorsqu'on part dans l'aspect substantiel de la Constitution, mais il y a aussi l'aspect formel de la Constitution. Mais révision, ce qu'on entend par la révision ou le changement, c'est tout simplement une phraseologie comme telle. C'est une guerre tout simplement des concepts. J'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas de concept universel. Il n'y en a pas. Les concepts sont tout simplement liés à une certaine philosophie qu'on appelle le contenant qu'on donne à un contenu. Alors, c'est à ce moment-là que les gens peuvent se fixer certains concepts
et en y donnant aussi une certaine philosophie qui devrait plutôt faire la règle. Alors, ne soyez pas, ne vous emmenez pas dans une logique sémantique pour pouvoir dire que lorsque on parle, parce que des fois les gens font une très grande confusion. Ils parlent de la révision, mais le contenu qui est là est tout simplement le changement. Et quelque part on parle aussi du changement, mais le contenu qui est là est tout simplement une révision. Mais le problème, c'est plus les contenants. Et le contenu plutôt. Lorsqu'on se référer au contenant, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Mais il faut plus regarder le contenu qu'on donne à un contenant, c'est ce qui est très important. Alors, lorsque les contenants même posent un problème, c'est plus technique, laissez-moi un peu dire quelque chose là. Lorsque on veut réviser la Constitution, là, ça touche beaucoup plus à ce qu'on appelle la limite expresse. Alors, lorsqu'on veut aller vers le changement, ça touche aux limites implicites. Donc là, il y a l'implicité déjà. Alors, à ce moment-là, il y a des lois qu'on ne peut pas toucher. Dès lors que vous les touchez, vous procédez déjà à un changement, parce que ça touche déjà à la forme même déjà de l'État. Ça touche déjà à la forme de l'État. Et là, c'est là où Papi Mpagna est en train de dire que il n'y a pas de changement comme tel, parce qu'il y a toujours certaines dispositions qui peuvent revenir, et c'est là où Craig-Steele parle que lorsque vous procédez à la correction et en même temps vous faites des ajouts, vous êtes déjà en dehors même déjà de la logique de la révision. Vous comprenez? Vous êtes déjà dans la logique, en dehors de la logique de la révision. Là, vous allez déjà vers le changement, mais pas d'une manière substantielle, mais vous y allez d'une manière relative. Bon, je m'excuse. Bon, du moins, ce que je voulais dire est déjà compris. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, Yash. Pour juste essayer de compléter ce que Niche avait dit, la fois passée, quand on était à Djobo, j'ai appris une chose. Si le président voulait faire la révision, il allait la faire. Mais la Constitution ne permet pas que certaines lois puissent être changées. Et ce sont des lois qui devraient être changées. Il y a ceux-là qui sont permis, il y a le président, il y a qui encore? Le gouvernement, il y a le Sénat, il y a... Oui, ils peuvent toujours initier une révision. Mais ce sont des lois qui ne sont pas vraiment fondamentales ou qui ne sont pas vraiment importantes. Alors, si le président a lancé cela, c'est parce qu'il a en tête le changement. C'est parce qu'il a en tête le changement. Sinon, il allait changer ou réviser ce qu'il pouvait réviser. Mais il est limité. Très bien. Merci beaucoup, M. Kalima. Le changement de la Constitution. Vous vous souvenez, une fois même, le président, dans une conférence, il a dit qu'il pensait que s'il pouvait nommer les gouverneurs, ça pouvait marcher. Parce que si nous regardons, cette Constitution ici a consacré la décentralisation. Mais si vous regardez ce qui se passe, ce n'est même pas la décentralisation, c'est devenu le tribalisme. Est-ce que vous croyez que quelqu'un du Kasaï peut être élu gouverneur au Bandung? Never. Mais quand le président nomme les gouverneurs, vous savez, tout n'était pas mauvais du temps de Mobutu. Il y avait des gouverneurs du Bandundu qui travaillaient au Kasaï ou qui étaient dans les Chaba. Il y avait Mandungu Mboulenyati qui était dans les Katanga. Moi, je me souviens de Kondeville Kikande qui était au Kasaï. À ce moment-là, parce qu'actuellement, j'ai écouté le professeur Chilumba qui dit les postes de gouverneur se négocient même à $100 hein, et $100,000. Parce que, oui, l'Assemblée provinciale compte 20 ou 25 membres. Il y a quelqu'un qui peut dépenser 2,5 millions parce qu'il sait que j'aurai le pouvoir de signer les contrats qui peuvent être... Alors, il y a des choses que nous devons changer. Par exemple, quand nous revenons à un régime présidentiel, on peut dire que le président nomme le gouverneur, mais dans la décentralisation. On ne va pas mettre de côté la décentralisation, mais du moins, le poste de gouverneur, il est nommé par le président.
Il y a encore dans cette constitution, on dit, quand tu es député, on te nomme ministre, tu fais ministre, mais quand on t'enlève comme ministre, tu rentres comme député. Ça, c'est inconcevable. Si tu acceptes d'être nommé ministre ou mandataire, dès que ce travail-là est terminé, et même tu perds même le poste. Donc, dès qu'on te nomme, ton suppléant te remplace, c'est fini pour toi. Et le suppléant ne doit pas être un membre de ta famille. Il doit être quelqu'un qui est deuxième dans cette circonscription-là, après toi. Donc, il y a des lois comme ça qu'on doit changer. Et c'est là qu'on estime que nous devons carrément aller à un changement de régime, même si, vous savez, dans la Constitution suisse, on dit qu'il y a la révision totale. Pour dire, si vous changez tous les articles, il peut y avoir une révision totale. Mais moi, je ne crois pas que nous allons faire un changement total. Il y aura des articles qui vont revenir, mais il y en a, c'est que nous devons changer. Je me nomme Antonio Badila. Ma question s'adresse à Papa Papi Pagna. Il parle de les gens qui ont fait la constitution de la conférence fédérale nationale n'étaient pas légitimes. Est-ce que la commission que le président est en train de mettre en place, ces gens-là seront-ils légitimes ou est-ce qu'il va tirer leur légitimité? Parce qu'il va les tirer dans l'Assemblée nationale ou soit ça sera tous les Congolais. Est-ce que tous ces Congolais qui seront tirés, si on tire des Congolais en Afrique du Sud, vous allez tirer votre légitimité où? Merci. Je m'appelle Adolphe Kinombe, je suis secrétaire chargé de la mobilisation à la Fédération sud-africaine de l'UDPS. Je pense que nous sommes vraiment trop ici dans ces deux ateliers que nous avions participé. Je voulais poser une question, en même temps une suggestion aussi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen sur notre prochain atelier, parce que nous avions tous compris que la constitution actuelle, c'est comme un Covid-virus, que nous pouvons peut-être porter des masques pour nous protéger, avoir des sanitizers, tout ça, donc on ne marche même pas avec sécurité. Ça demande la distanciation sociale. Vous connaissez tout ce qui s'est passé pendant la période de Covid. Donc c'est pour dire que non, ce n'était pas vraiment la constitution des Congolais. En entendre un de nos intervenants ici, il a même dit que la constitution, quand nous sommes allés au vote au mois de décembre 2005, on n'a même pas lu la constitution en question. Comment tu vas voter oui ou tu vas voter non pendant que tu ne sais pas même là où tu es positionné. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui nous a été imposé. Donc, ma suggestion est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas, comme nous avions déjà organisé un atelier comme ça, est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen, la suggestion de la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen que chacun de nous au moins amenions une suggestion de ce que nous allons voir que non, sur tel article, et moi j'ai voulu que non, que ça soit ceci, ou bien amener des propositions pour qu'on puisse un peu évoluer aussi dans un sens. S'il arrivait que non, on nous demande un ou deux représentants de l'Afrique du Sud, du moins on a un soubassement de quelque chose qui va peut-être nous appuyer. Parce que si nous arrivons encore chaque fois à parler de la Constitution, et ceci, je pense que non, c'est quelque part wasting of time. Parce que nous avons tous compris quel est le virus déjà dans cette Constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Adolphe. J'ai quand même quelques petites questions, je voudrais un peu... Parce qu'avec l'éclaircissement qu'il a essayé d'ajouter, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une certaine contradiction entre la suprématie des textes. Ouais, par exemple, quand on parle dans l'article 219, qui parle de la suprématie des accords conventionnels sur le bloc de constitutionnalité, là. Ma question était la suivante. Quand les accords sont signés, les accords sont normalement signés à l'extérieur d'un pays. Et alors, quand on les signe à l'extérieur et on vient et on nous force de les appliquer, right, obligatoirement ou bien sans tâche, dans un pays conflictuel comme le nôtre, où c'est difficile d'avoir l'unité, parce qu'avec la démocratie, pour être unanime, c'est difficile. Alors, dans un cas pareil, est-ce que la philosophie ne devrait pas imposer que
nous, en tant que Congolais, ou bien le président en tant que garant de la nation, puisse se retrouver dans une position où certaines de ces lois-là peuvent être débattues ou bien ramenées à un dialogue parmi les députés ou bien la nation. Vous voyez, par exemple, avec l'accord du M23, par exemple, ça peut être signé par un gouvernement précédent. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, un autre gouvernement prend le pouvoir? Est-ce qu'il est forcément obligé d'être d'accord avec ces principes-là? Parce qu'on est régi par des lois. S'il y a continuité dans l'administration, qu'est-ce qui garantit que le prochain gouvernement doit être obligé de continuer avec les accords qui peuvent être contre les lois suprêmes de la nation? Alors ça, c'est ma première question. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est celle-ci. Je voudrais savoir, en termes de changement ou bien de modification de constitution, si par exemple, en tant que communauté diaspora ou bien communauté sud-africaine, il y a certains articles, parce que les juristes, ils sont bons seulement parce qu'il y a une certaine manière, vous voyez, un texte, il n'est pas régi seulement de la façon dont vous le comprenez. Un texte, c'est la façon dont vous l'interprétez. Parce qu'il n'y a rien, parce que je peux venir avec la même loi là, aujourd'hui, je l'interprète parce que c'est juste, les juristes, c'est précédence. La même loi a été appliquée dans un tel cas. Et alors, moi aussi, je voudrais m'appuyer sur ce cas-là pour défendre mon cas pareil. Vous voyez, parce que si vous regardez souvent les accords, c'est oh non, tel conflit basé sur telle loi a été appliqué comme ça, comme ça. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut essayer dans la nouvelle philosophie? Parce que si vous lisez l'ancienne philosophie, c'est comme si on essaie de trouver un accord, un compromis entre différentes parties. On ne pouvait pas définir exactement toutes les ethnies parce qu'on voulait laisser une certaine espace pour que certaines tribus puissent être annexées à notre pays. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen que dans la nouvelle philosophie qu'on apporte, qu'on évite l'ambiguïté, qu'on essaie de bloquer, vous voyez tous ces textes-là qui restent qui confondent un peu le pays, qui confondent les gens, qui laissent que non, l'ennemi puisse entrer. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer la philosophie d'ailleurs qu'on attaque avec... Merci beaucoup, mon jeune frère. Nous sommes poussés tous d'aller lire et relire et puis soulever les choses qui vont nous aider à constituer ce qu'on peut un jour envoyer aussi comme suggestion. Que nous voulons ça. C'est un défi que les organisateurs, les concepteurs de cet atelier nous exige, nous demande à faire. Et puis, je vais aller encore pour répondre à la question de Serge. Il y a une question là qu'il a posée pour les traités. Je pense il y a nos camarades ici qui ont répondu. Et puis, il y a aussi Maître Vicky qui a essayé aussi de pénétrer là-bas. Allez lire dans l'article, je pense, 216. Vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. On nous a expliqué là-bas. Mais l'idée de ces gens-là qui ont élaboré ces textes ici que nous avons à la main, ils ont mis beaucoup de calme. Ils nous ont manipulés. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre que s'il y a par exemple, un président de la République, l'Assemblée nationale, ou soit le gouvernement qui conteste les traités ou les accords signés, il faut attendre jusqu'à la révision de la Constitution pour qu'on puisse mettre ça à côté. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un cadeau en or qu'on nous a donné. Il y a beaucoup d'articles ici qu'il faut changer. Parce qu'ils ont pensé à autre chose. Quand vous lisez, pour eux, ils ont des conceptions. Quand ils sont en train d'élaborer ça. Et il y a d'autres choses qui ne demandent même pas à beaucoup raisonner. Vous lisez, vous comprenez directement. Alors c'est pourquoi on nous demande de profiter de l'occasion, de donner un peu ce qu'il faut donner, afin qu'on puisse changer cette constitution. Je vais commencer par la question qui m'a été posée là-bas, sur la légitimité. Celui qui va initier les changements maintenant
et qui va nommer la commission, c'est le président de la République. Le président de la République a été élu. Et c'est lui qui va nommer, ou celui qui va désigner les membres de la commission. Donc, par là, celui qui les désigne, c'est quelqu'un qui a été élu. Souvenez-vous à l'article 5, il dit le pouvoir émane du peuple, le peuple l'exerce par référendum ou par voie de ses représentants. Le président a été élu à 70%, il est un représentant du peuple. Et c'est lui qui va nommer ceux qui vont s'asseoir dans cette commission. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, on a parlé ici de l'interprétation. Je vais aller tout droit au but. L'interprétation peut être du même article, peut être différente par even des constitutionnalistes. Prenez le cas de Matata. Vous savez, quand Matata s'est retrouvé devant la Cour constitutionnelle, quand le professeur Kalouba était encore le président de la Cour constitutionnelle, il a dit qu'il n'y avait pas les juges naturels d'un ancien Premier ministre, donc c'était impossible de pouvoir juger Matata. Mais tandis que la Cour de cassation a estimé que c'était une interprétation qui était erronée. Mais maintenant, quand on a changé la Cour constitutionnelle avec Kamouleta est revenu à l'interprétation normale. Elle a estimé que l'interprétation du professeur Kalouba était erronée. Les juges, et même si vous lisez l'article, vous n'avez pas besoin d'être juriste ou constitutionnaliste. Il est dit bien que les juges naturels d'un président ou d'un premier ministre, pour les faits qu'il a commis pendant qu'il était en fonction. Alors, je ne sais pas comment un professeur d'université, je ne sais pas s'il était soudoyé, je ne veux pas dire ça. Alors, je vais maintenant, parlant de statuts internationaux, je vais aller tout droit au protocole de Maputo. Vous savez, African Chart, la charte africaine des droits des peuples. Le Congo a signé cette charte sans réserve. Lorsque vous signez quelque chose sans réserve, ça veut dire que vous acceptez tout ce qui est dit là. Mais dans cette constitution-là, on reconnaît la polygamie. Parce que ceux qui ont écrit là-bas, ils estiment, parce que chez nous, il n'y a que la première femme, même si la deuxième femme, vous l'avez épousée en donnant la dot et tout ce que vous voulez, elle ne sera jamais reconnue à l'état civil. Vous savez qu'en Afrique du Sud, on a reconnu le mariage musulman il n'y a pas longtemps. Hein? Maintenant, même la deuxième, la troisième ou la quatrième sont reconnus par les Home Affairs. Mais maintenant, le Congo a signé. Ce que je dis ici, je n'invente pas. Regardez dans les livres du professeur Placide Mabaka, il est professeur de droit à l'université protestante. Il a écrit un livre, Une nouvelle constitution pour un Congo restauré. Si vous pouvez ajouter les livres là sur Amazon, vous allez lire. Et il explique la notion de légitimité très bien. Il part de la charte coloniale jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Congo a signé, mais il n'a pas touché à la Constitution. Parce que dans notre code de famille, on reconnaît la monogamie. Mais de l'autre côté, on a signé la charte de Maputo sans réserve. Donc vous voyez la contradiction qu'il y a. Mais nous avons, où Kabila avait des constitutionnalistes, des grands constitutionnalistes, ce qui nécessite qu'on doit adapter la Constitution à cette charte, où on doit maintenant chercher à réintroduire notre réserve sur ces articles-là, parce que notre code de famille reconnaît seulement une femme. Merci beaucoup, merci. Nous allons évoluer. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. Vous voyez, dans notre Constitution, il y a l'article 64. Parce qu'on a parlé de la balkanisation. La balkanisation est déjà constitutionnelle chez nous. Donc elle existe dans notre Constitution. Voilà pourquoi cette Constitution est vraiment toxique, elle est dangereuse, elle est vraiment un poison. Alors, je voulais articuler un peu sur l'article 64. Vous avez des gens qui prennent le pouvoir par la force et qui vous menacent en vous disant, si vous allez à côté, nous allons appliquer l'article 64. Parce qu'ils ont des moyens. Nous, quand on parle des traités et tout ça, vous allez voir que il y a les pays faibles et les pays forts. Les pays forts qui s'assument
ils tiennent à ce que même les traités là soient soumis à leur constitution. C'est le cas des États-Unis. Ils ne veulent pas que ces traités-là compromettent leur souveraineté. Mais dans les cas des pays faibles comme les nôtres, vous allez voir qu'ils sont même menacés. Ils sont cooptés à signer des traités qui vont même à l'encontre de leur intégrité et de leur intérêt. Donc ici, nous devons nous rendre compte que nous avons évolué, nous sommes positionnés dans une situation de grande faiblesse. Alors si nous ne faisons pas attention, parce que les enjeux du changement ou de la révision, il y a déjà des menaces dans cette constitution ici, qui vous dit, si vous changez, nous allons vous faire la guerre. C'est l'article 64. Donc les belligérants là ont mis des garde-fous et des menaces claires appuyées par la communauté internationale. Je voulais vraiment qu'on prenne conscience de cet aspect-là. Merci beaucoup. Vous avez à dire. Tout a été dit. Tout a été dit. Une minute, s'il vous plaît. Ok, merci. J'allais d'abord répondre à ce qu'il disait. Okay. Le but ou bien la raison pour laquelle on a organisé cet atelier, c'était pour aider d'abord la communauté congolaise d'Afrique du Sud à comprendre pourquoi on doit changer la constitution ou pourquoi on doit réviser la constitution. C'est le premier but. Pour ça, on essaie un peu d'expliquer, d'expliquer ça techniquement et puis de façon aussi politique, comme les autres le font. Mais maintenant, ce que tu as dit, c'est important parce que cet atelier permet que nous puissions réfléchir et prendre ce qui est comme le résultat de cette réflexion, mettre ça dans un support qu'on peut soumettre aussi aux gens qui seront dans cette commission-là, qui va rédiger la nouvelle constitution ou bien qui vont procéder au changement de la constitution. Là, je réponds à cette question-là. À mon frère, je dis ceci. Le problème, quand il a parlé de lois internationales et les lois nationales constitutionnelles, le problème est que notre frère a donné un peu de détails sur ça, parce que les lois internationaux, quand un État veut signer certaines conventions, il doit d'abord voir si ces conventions-là garantit ou protège son pays. Donc cela veut dire c'est conforme, mais d'abord par rapport à sa constitution. Les États normaux, les États qui fonctionnent du point de vue démocratique. Mais maintenant, quand les lois internationales ou bien les traités internationaux ont de l'influence sur nos pays, de telle manière que quand on dit les conventions légalement contractées tiennent lieu de droit à ce qu'ils ont fait, cela veut dire quoi? Comme nous sommes les ratificataires de telle convention, nous sommes obligés de respecter tout ce qui est son statut ou ses lois. Nous nous conformons. Mais maintenant, c'est à nous les pays de regarder ces lois-là ou ce statut de telle organisation. Est-ce que nous avons notre intérêt, comme les cas qu'on a soulevé ici de la polygamie, alors que dans notre droit, ou bien dans nos lois nationales, nous sommes monogames. Tout est prévu, c'est la monogamie. Mais on est allé signer un traité dont, à l'intérieur duquel il y a une loi sur la polygamie. Vous voyez que ça ne correspond pas parce qu'on devait d'abord lire les contenus du traité. Et quand on connaît les contenus du traité, on compare avec notre constitution, notre loi, nos lois nationales. Mais on est allé signer un traité qui soutient la polygamie, tandis que nous, dans nos lois, dans le code de la famille, on est monogame. Merci. Merci beaucoup, merci. Est-ce que nous pouvons applaudir pour tous les intervenants? Merci beaucoup, merci. UDPS viva! UDPS viva! Nous sommes arrivés à la fin. Ces genres de rencontres sont très, très importantes pour une organisation comme l'UDPS. Je crois que ça doit être une vie quotidienne. Nous devons vivre ce genre de moments, réfléchir ensemble et sur les enjeux politiques dans notre pays. C'est très, très, très important.
crois qu'avant de terminer, je vais appeler notre camarade Didier, docteur. C'est parmi les organisateurs, il a un mot à dire avant qu'on clôture. Ne soyez pas pressés, il y a quelque chose que nous allons grignoter. Et après Didier, après le mot de M. Didier, nous allons faire encore appel à notre frère Étienne, pasteur, qui va prier pour recommander tout le monde entre les mains de l'Éternel. Merci. Ok, bonsoir à tous. En tout cas, un petit mot. D'abord, merci beaucoup à la communauté congolaise de Pretoria de nous avoir reçus ici. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et le cadre, merci beaucoup au président Kadimba. En tout cas, merci beaucoup. Soyez toujours ensemble. Et puis, le deuxième mot que je veux dire, merci beaucoup aux intervenants. En tout cas, nous sommes très contents. Nous sommes rassasiés de la matière. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je crois que nous allons prendre toutes les suggestions, comme on a dit, et toutes les suggestions, mettre sur un support et essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre aux enjeux de l'eau et de la commission qui sera créée par le président, et si possible même déléguer quelqu'un. Essayons de travailler sur des suggestions, c'est très important. Soyons ensemble, aimons-nous, nous les Congolais, aimons notre pays. Je crois que l'ennemi, c'est que nous ne nous aimons pas, c'est pour ça qu'il est en train de nous attaquer. Et je crois que si on comprend ça, nous allons faire vraiment grand chose et grand feu. Et soutenons toujours notre président de la République, c'est très important, soutenons-le. Le moment est difficile, mais nous sommes en train de gagner. Cette bataille, nous l'avons déjà vaincue. On l'a déjà vaincu, il y a quelques petites formalités, mais nous l'avons déjà vaincu. Et je crois que les Congolais, nous allons redorer notre blason et serons fiers d'être Congolais et peut-être quitter ce pays et rentrer chez nous. Je remercie aussi vraiment tous les intervenants, tous les gens qui ont participé. Il y a quand même eu des débats juridiques, ça c'était très intéressant, politiques, vraiment aussi très très fructueux et même scientifiques. Et vraiment, je dis vraiment merci. Je crois que je suis vraiment complet. Tout le monde est complet ici. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous devons réfléchir sur d'autres débats. Je crois qu'on a commencé déjà à effleurer le problème on a fait ce problème des réfugiés. Je crois que ça sera notre topic, un grand topic. On va essayer de planifier. Il faudra qu'on planifie correctement, chercher les intervenants pour qu'on essaie aussi de parler. Parce qu'il faut que notre communauté sache ce qu'il faut faire, ce qui est bon à faire. Parce que nous avons beaucoup de problèmes de papier. Il y a beaucoup d'arrestations qui sont passées au mois de décembre ici, même le mois de novembre. Alors, vraiment, nous devons savoir être en ordre et ce que nous devons vraiment faire ou frapper. Qu'est-ce qui ne va pas, qui appeler, est-ce qu'il faut avoir un avocat. Et connaître aussi la constitution du pays. Vraiment, c'est très important. Nous devons respecter la constitution du pays, de ce pays-ci où nous vivons. C'est très important. J'implore tout le monde. Je crois qu'après, ça y aura peut-être une commission, un numéro, où chaque personne qui a des problèmes, qui va avoir une information, peut toujours appeler. J'ai dit en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup.